Transfert fait une pause avant de revenir le 29 mai 2025. En attendant, nous vous proposons d'écouter cet épisode inédit diffusé dans l'offre Transfert Club. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à Transfert Club et accéder ainsi à des épisodes supplémentaires et des bonus 3 lundis par mois. Bonne écoute! Il y a les épreuves du quotidien, celles qu'on ne voit plus tant elles sont banales, les petits tracas à régler, les soucis qu'on sait faire s'envoler sans vraiment y penser. Il y a aussi les épreuves inattendues, les défis à relever, les difficultés à traverser, les sommets à surmonter alors qu'on n'y est pas préparé. L'existence comme une suite d'étapes à franchir, comme une succession d'épreuves, en espérant trouver le bonheur après, de l'autre côté. En théorie de la narration, on appelle ça le monomythe, ou plus simplement le voyage du héros. Quand l'adversité est trop forte, il faut devenir un héros. Maud a rencontré Issam alors qu'il était derrière les barreaux. Ensemble, ils ont franchi toutes les étapes de la vie, toutes les épreuves du quotidien, jusqu'au jour où elle l'a vu devenir un héros. Vous écoutez Transfert, épisode 215, un témoignage recueilli par Jian Bergaoui. La première fois que je rencontre Issam, c'est en prison. Je suis dans le couloir de la prison et je le vois au bout du couloir et je glisse à mon ami qui est avec moi, sûrement une phrase comme quoi, je sais pas, il est mignon, il me plaît. Et qu'est-ce que je fais là en fait? C'est parce que je suis en licence 3 de droit, j'ai 19 ans et en fait je suis bénévole dans une association qui s'appelle le Génépi qui fait des actions de sensibilisation à l'intérieur des prisons pour les détenus et aussi à l'extérieur pour sensibiliser le grand public. Et du coup, avec 2 amis, on a décidé de faire un atelier de jeux de société. Et donc, c'est cette première fois que je rentre en prison. On ne sait pas trop comment ça va se passer. Forcément, on a des a priori, des idées reçues. Et en fait, ça se passe super bien. Les détenus sont cool. Et il s'avère qu'il fait partie de mon atelier. Dans cet atelier, en fait, c'est au milieu des cellules où il y a cette petite salle avec des portes vitrées transparentes. C'est simple, c'est comme une salle de cours. Et on s'installe et on joue à des jeux et puis on papote aussi un peu de la vie à l'extérieur, de l'actualité. Et j'attends avec impatience au fil des mois qui passent de pouvoir voir Issam chaque vendredi. Au début, c'est un coup de cœur et ce coup de cœur, il grandit au fur et à mesure. Je sais pas, c'est quelqu'un de très charismatique, quelqu'un de solaire, qui a un grand sourire. C'est vraiment sa marque de fabrique, avec son grand sourire au milieu d'un environnement qui est assez dur, brut, ça respire pas la joie. Et lui, il est là à faire des blagues. Il est assez bronzé, il est bien foutu, il est assez musclé, des petites fesses rebondies. Il est beau. Et au fur et à mesure, ouais, j'ai de plus en plus de sentiments pour lui. Et je pense que ça se voit qu'on s'aime bien. Comme un peu un couple, quoi, qui commence à se draguer, à se taquiner. Mais après, on reste dans un milieu carcéral où, en soi, c'est interdit d'avoir des relations. Donc, ça reste sur le mode de la drague. C'est à peu près une 40aine d'ateliers dans l'année. Et vient le moment où c'est le dernier, on est au mois de juin, et c'est le dernier atelier. J'ai des sentiments très forts pour Issam. Et du coup, je décide de lui écrire une lettre pour lui dire que je l'apprécie beaucoup, beaucoup. Je sais que je vais partir une année en Erasmus en Turquie. Donc une année où je serai pas là. Je veux pas lui promettre que je serai là quand il sortira ou quand je reviendrai de la Turquie, mais je veux lui dire qu'en tout cas, quand on Camille, je serai toujours là pour lui. Et donc je lui donne cette lettre et on se fait la bise. C'est la première fois qu'on se touche. On se fait la bise avec un petit bisou très proche de la bouche et je lui laisse ma lettre. Et le soir, il réussit à me téléphoner et il me dit que lui aussi a des sentiments pour moi. Et on se dit... allez, on tente cette aventure. Et du coup, là, je vais demander à pouvoir bénéficier d'un permis de visite. Mais c'est l'été, et du coup, j'obtiens pas le permis de visite avant de partir en Erasmus. C'est ma première histoire d'amour, et je me laisse porter par cet amour, et je fonce, en fait. J'écoute mon cœur, comme souvent. Je sais pas ce qu'il a fait et pourquoi est-ce qu'il est là. Ça nous intéresse pas de savoir pourquoi les personnes sont ici en prison, parce que on estime que la justice a déjà fait son travail, et que tout le monde a le droit à une deuxième chance. C'est pas ça qui nous intéresse.
En tout cas, c'est pas un obstacle pour moi, puisque en tout cas, je le rencontre, il me plaît, je l'aime bien, il est agréable, il est gentil, il est attentionné avec moi, et c'est ça qui compte. Des fois, j'embarque un peu tout le monde dans cette histoire d'amour, parce que je la vis pas au présent, c'est-à-dire qu'il est pas avec moi physiquement, mais c'est très présent dans ma vie. Je cache jamais mon histoire d'amour avec Issam. Voilà, je la trouve belle et je suis heureuse dedans, donc j'ai envie de la faire partager. La première fois où je parle à mes parents de ma rencontre et de ma relation avec Issam, c'est justement à la fin de ma première année au Génépi. On est au McDo et du coup, je dis, au fait, vous savez, cette année, je faisais des cours, on faisait un atelier jeux de société et j'ai rencontré Issam et il me plaît et du coup, je demande un permis de visite. Et mes parents, du coup, c'était plus ah oui, d'accord, ok. Enfin, voilà, j'ai vraiment la chance d'avoir des parents super cool. J'en parle aussi à mes copines. En fait, je pense qu'ils voient que je suis tellement amoureuse et tellement dans cette histoire. Et en même temps, je suis quelqu'un aussi d'assez raisonnable. Enfin, je suis pas quelqu'un qui fait des choses folles un peu sur le coup. Donc, je pense qu'ils ont confiance en moi. Ils me voient que je suis heureuse. Personne me dit mais attention, tu sais pas qui il est, peut-être que à sa sortie ça sera quelqu'un d'autre, quelqu'un de mal intentionné ou il profite de toi. Tellement j'en parle d'une manière positive, je leur donne confiance. Je pars en Turquie. Normalement, les détenus, ils mettent une liste de numéros de téléphone, mais forcément des numéros de téléphone français, et ils peuvent téléphoner à la cabine de façon légale. Mais comme moi, je suis à l'étranger, c'est pas possible. J'ai un portable turc, donc il peut pas m'appeler officiellement sur mon téléphone. Et donc, on va commencer une relation épistolaire. On va s'écrire beaucoup, des tonnes de lettres. Moi, je suis plus à l'aise à l'écrit qu'à l'oral, et donc voilà, c'est un peu mon rituel. Donc j'ai posté mes 1 ou 2 lettres par semaine, et au fur et à mesure, lui aussi va m'écrire des courriers. On commence à se raconter nos vies d'avant, notre enfance, notre jeunesse, d'où est-ce qu'on vient. Moi, je lui raconte aussi tout mon quotidien, ce que je fais chaque jour. Il adore savoir ce que je fais, et lui me raconte aussi. Il est quand même discret sur sa vie en prison. Enfin, il me raconte pas vraiment ses souffrances, ses difficultés. Il va plus me raconter s'il y a des événements qui se passent ou un peu des choses positives qu'il va faire avec ses amis. Mais on va se livrer aussi sur comment est-ce qu'on est, quelle personne on est, ce qu'on aime faire, ce qu'on n'aime pas faire. Forcément, au fil des lettres, les sentiments ils grandissent. Enfin, je l'aime de plus en plus. Il a envie de faire plein de choses. Il a envie que je lui fasse découvrir tout ce que je lui raconte. Voilà, il me dit que ça lui plaît, qu'il a hâte de découvrir tout ça, que c'est des choses qu'il connaît pas forcément, qu'il a hâte de découvrir ma famille. Et ouais, chaque lettre, c'est un bonheur de les lire. Parfois, quand les lettres arrivent pas, c'est dur pour moi. Et par contre, il arrive quelquefois à, me biper avec un portable sur mon portable turc. Et donc là, dès qu'il me bip, je sors dans la rue, j'achète une carte téléphonique turque et je vais aux cabines téléphoniques pour pouvoir le rappeler, puisque avec les portables, ça coûte trop cher. C'est quand même assez fou. Du coup, je me retrouve dans la rue où il y a plein de gens qui passent à parler avec Issam au téléphone à des milliers de kilomètres. Il faut pas que je rate son appel, c'est-à-dire que je sais jamais à quel moment est-ce qu'il va m'appeler. Comme c'est un portable un peu en off, des fois ça peut être le soir, ça peut être le matin, l'après-midi, enfin je sais pas. Et donc je garde tout le temps mon téléphone avec moi, je suis tout le temps hyper attentive. Et en même temps, des fois ça prend la tête, mais c'est tellement un crève-cœur si je rate son appel. Pour moi, parce que j'ai attendu ça pendant super longtemps, et pour lui aussi. C'est hyper frustrant, c'est dur. Il faut vraiment capter le moment présent. Le premier parloir, c'est à Noël. Je rentre pour voir ma famille et forcément le permis de visite, il était tombé quelques mois après que je parte en Turquie. Et donc c'est la première fois que je vais voir Issam en prison, dans notre relation d'amour. Même si je suis déjà du coup rentrée en prison pour faire les ateliers, c'est un autre endroit, on passe pas par la même porte, c'est d'autres règles. Et moi c'est un univers que je connais pas, donc je suis quand même assez stressée. J'essaye de suivre un peu les autres, ce qu'il faut faire, parce que forcément, on passe les portiques de sécurité, il y a des choses qui sonnent, des fois, ce ne serait-ce que des bijoux, ou des fois, dans le soutien-gorge, les baleines, ça peut sonner, des choses comme ça. Et donc, je suis le mouvement, et donc là, on monte sur un petit étage où là, il y a les différents parloirs. Et puis, là, je vois Issam qui rentre, et ouais, c'est un moment inoubliable, c'est un moment magique où enfin, on peut se serrer et se toucher vraiment, et s'embrasser, et être ensemble. Ouais, ça fait du bien. Mais en même temps, c'est un cadre pas très fun, assez froid, avec des murs blancs, dans une pièce sans vie. Mais c'est vrai qu'on oublie ça.
on sait que les minutes sont comptées, donc on profite au maximum d'être avec la personne qu'on aime. Les premiers parloirs, on passe notre temps à se toucher, à être assis l'un sur l'autre, à s'embrasser. C'est des choses qu'on n'a pas pu faire et on se décolle pas pendant 1 heure. Et au bout d'un moment, on regarde notre montre et on voit que maintenant, du coup, les minutes vont descendre. C'est particulier de vivre un grand amour en prison. Après, à l'extérieur, une fois qu'on sort, c'est sûr que c'est ultra dur de pas avoir la possibilité de voir quand on veut l'homme qu'on aime. C'est pas comme des relations à distance où certes les gens ils habitent loin et ils peuvent pas se voir. Là, c'est l'administration qui nous empêche. Et ouais, on se parle un peu comme dans les lettres, on se parle de tout, de la vie à l'extérieur, de ma vie étudiante. Et lui me parle aussi de sa vie en prison. Je rentre de Turquie et là pendant 3 ans, je vais vivre des parloirs avec Issam. Et ça va vraiment guider et rythmer ma vie. C'est-à-dire que je peux le voir 1 heure par semaine et j'ai le droit à 2 heures 1 fois par mois. Et donc, en fait, c'est souvent chaque dimanche que je vais le voir. Du coup, il va être aussi à cette période-là, quand je rentre de Turquie, il est transféré dans une prison un petit peu plus loin, en campagne. Je dois faire 3 heures de route le matin et 3 heures de route le soir pour rentrer. Donc, ça 6 heures pour le voir 1 heure. Mais c'est pas grave, je le fais parce que j'attends que ça. En fait, mes semaines, elles sont un peu rythmées par ce moment-là. Jusqu'au mercredi, ça me paraît interminable. Je me dis, mais quand est-ce que je vais le voir? Ça n'avance pas. Et une fois que le mercredi est passé, je dis, ah, ça y est, il reste plus beaucoup de jours. Ou les seules fois où je vais rater les parloirs parce qu'il y aura vraiment quelque chose d'important ou je sais pas, un événement familial le dimanche. Voilà, c'est difficile pour moi. J'en souffre parce que je sais que lui, c'est aussi sa seule bouffée d'oxygène. Encore plus que moi. Moi, déjà, c'est difficile de vivre sans lui, mais lui encore plus. Et donc, ça a ponctué ma vie pendant ces 3 années-là. Comme il est dans une prison paumée au milieu de la campagne, donc je prends le train, mais après avoir pris le train, il faut que je marche à peu près 30 minutes, que ça soit l'été ou l'hiver ou qu'il pleuve. Donc je marche avec mon sac sur le bord de la départementale. Donc du coup, je découvre aussi un univers que je connais pas. Souvent, à côté de la prison, il y a un accueil pour les familles. Comme on peut venir de loin, au moins on est à l'abri. Souvent, il y a des bénévoles pour boire un petit café, etc. Et là, je vais rencontrer plusieurs femmes de détenus qui viennent voir l'homme de leur vie aussi. Et on va créer une certaine solidarité entre nous. Ça fait plaisir de pouvoir aussi échanger avec des femmes qui vivent la même chose que nous. Je les admire, ces femmes. Je les appelle les guerrières parce qu'il en faut de l'amour et c'est compliqué, c'est dur de continuer sa vie à l'extérieur et de tout donner aussi parce qu'on porte beaucoup la personne qui est à l'intérieur, on essaye toujours de lui donner de la force, même si Issam, il a cette chose que j'admire, il a une force intérieure où finalement, des fois, c'est souvent lui qui me rassure, c'est souvent lui qui me donne de l'énergie, qui me donne de la force, qui me dit c'est bientôt fini, t'en fais pas, il me préserve beaucoup sur des choses qu'il peut vivre à l'intérieur qui sont difficiles. On sait que c'est possible de faire l'amour dans un parloir, mais on ne sait pas trop comment il faut faire. En tout cas, moi, je sais pas. Et donc, oui, ça se fait. Après, c'est stressant. Il faut... les positions, etc., c'est limité. Faut trouver des techniques. Après, c'est souvent... on met une jupe sans collant et... C'est pas facile à vivre. On a envie de le vivre parce que c'est la personne à qui on aime, donc on a envie de passer des moments de tendresse ensemble. Mais il y a l'endroit, le lieu, il faut faire attention parce qu'en soi c'est interdit. Après, il y a des surveillants qui sont plus ou moins souples parce que ils peuvent passer, ils font des rondes. Il y en a qui vont détourner le regard et qui vont faire style qu'ils ont rien vu. Et des fois ça se passe pas comme ça. Justement, dans la prison où il avait été transféré la première fois où je suis allée le voir, on s'est fait choper, on va dire. Et du coup, là, les surveillants, ils ont mis fin au parloir. Ils m'ont demandé de sortir et c'était dur. J'étais vraiment humiliée. Je me suis sentie comme si j'étais un peu une traînée qui était venue juste pour ça et que j'étais pas considérée comme sa femme. C'était l'hiver, donc je me rappelle être sortie comme ça toute seule et il y avait une sorte de brouillard. Il faisait vraiment froid et d'avoir marché sur le long de cette route départementale jusqu'à la gare. Et c'était vraiment un moment hyper dur. Mais en même temps aussi pour Issam et pour les détenus, c'est important ces moments de tendresse. C'est pas que je me force, mais c'est pas quelque chose de naturel. Voilà, j'adore voir Issam, j'adore être dans ses bras, mais ces moments-là, c'est assez compliqué.
notre histoire d'amour, elle dure 4 ans à l'intérieur des murs. Et vient le jour où du coup il doit sortir, donc on est en 2010. Le jour où il sort, j'ai à peu près 3 heures de route pour venir le chercher et je pense que je dors pas de la nuit. Je me réveille super tôt et donc j'arrive en avance et je m'endors dans la voiture. Et du coup, je rate ce moment où il ouvre la porte et il sort de la prison, où j'ai tellement idéalisé ce moment. Et en fait, je l'entends qui fait toc 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 sur la voiture et je le vois. C'est un moment hyper fort de le voir en vrai. Et du coup, ça y est, on repart ensemble. Il vient s'installer chez moi en région parisienne, dans mon petit studio. Parce qu'aussi, notre relation d'amour, elle est forte parce que Issam, il est un peu que moi dans sa vie. Et donc, il s'accroche à moi et moi à lui. Et donc, on va commencer à apprendre à vivre vraiment ensemble dehors. En même temps, on idéalise énormément la sortie. Et ça se passe pas forcément comme on avait imaginé. Il faut savoir que la prison, ça détruit les personnes. Issam, il est rentré, il était assez jeune, il devait avoir la vingtaine. Donc, il a passé une bonne partie de sa jeunesse en prison. Et donc, quand il sort, il y a plein de choses à réapprendre, à se réadapter. Déjà, des choses qui n'existaient pas forcément, toutes les technologies, etc. Issam, par exemple, il ne sait pas du tout utiliser un ordinateur, etc. Portable, smartphone, pareil, c'est pas trop son truc. Et en même temps, réapprendre la vie, les codes dehors, parce qu'en prison, il y a un certain nombre de codes. Enfin, c'est un peu noir ou blanc. En prison, quand il y a un problème, il faut le régler tout de suite. Et dehors, c'est pas trop comme ça. En tout cas, on peut pas réagir dès qu'on a un problème avec les administrations, etc. Ça se règle pas comme en prison. Et donc, je vais énormément le porter, le guider, l'accompagner dans sa sortie. Il a beaucoup de mal avec la notion de temps et d'argent. En prison, le temps, il doit pas passer vite, donc on se dit qu'on a le temps, qu'on a plein de choses à faire, alors que dehors, non. Et donc, c'est assez drôle parce que souvent, il a l'impression qu'il va pouvoir faire 10 000 choses dans la journée, et en fait, pas du tout. Il y a les temps de transport, etc. Pareil, du coup, Issam n'avait jamais vécu en région parisienne, donc faut s'adapter au transport. Et par exemple, le métro, c'est quelque chose où il a beaucoup de mal. C'est des séquelles de la prison où il est devenu un peu claustrophobe, parce que les endroits fermés où c'est assez noir, c'est trop difficile pour lui. Donc voilà, il y a ces côtés-là qui demandent beaucoup, beaucoup d'énergie. Moi aussi, je commence un travail. Au début, Issam, il a pas sommeil. Il a du mal à s'endormir et du coup, on veille tard. Et moi, je suis super KO au début de mon travail. Donc, il faut qu'on s'ajuste. Des fois, ça peut être un vrai ouragan. Ça déboule et des fois, il faut un peu le freiner. On n'a pas le même caractère. Moi, je suis plus quelqu'un de réservé, de calme, qui aime pas trop faire remarquer. Et Issam, c'est un peu l'inverse, mais en même temps, on se complète. Mais il y a aussi tous ces moments qui sont géniaux où je lui fais découvrir ma vie, mes amis, mon univers, ce que j'aime et il kiffe, quoi. Il prend vraiment la vie à fond, tout ce que ça peut lui apporter. Il rencontre ma famille. Comme déjà, ils étaient assez ouverts sur l'idée, il n'y avait pas de souci. Ça se passe très bien. Il est très accepté dans la famille et ça devient aussi un peu sa famille parce qu'il n'a pas forcément eu la chance et gardé des liens avec sa famille à lui. C'est aussi une des choses pour lesquelles il s'accroche beaucoup à moi. Et avec mes amis aussi, du coup, il découvre mes amis aussi qui viennent d'un autre milieu, qui ont fait des études, mais voilà, avec son sourire. Et Issam, il aime découvrir plein de choses et donc ça se passe bien. Et puis lui aussi, de son côté, forcément, il fait des rencontres parce que il n'était pas de la région parisienne, donc au début, il connaissait personne, mais très rapidement, il rencontre plein de gens dans la ville. D'ailleurs, beaucoup de gens pensent qu'il est originaire de la ville là où on vit. Il intègre un club de foot. Il reprend aussi sa vie en main, mais ça prend du temps. C'est presque autant de temps qu'il a passé à l'intérieur que autant de temps qu'il faut pour réussir à être serein, apaisé, un peu tranquille dans son esprit. Parce que ça laisse quand même de grosses traces. Déjà, l'enfance qui n'est pas forcément évidente, un peu, et aussi la prison, quoi. Ça brise les gens. Issam, quand il sort de prison, il est quand même très volontaire, donc il trouve rapidement du travail. Certes, il sait pas faire un CV, donc je l'aide, mais il a la niaque et du coup, la plupart de ses entretiens, il est réussi. C'est important pour lui de travailler, de gagner de l'argent et de participer tous les deux, et que ce soit pas que moi, parce que forcément au début, c'était que moi qui participais financièrement, et ça c'est quelque chose qu'il avait un peu de mal à vivre. Et on attend un peu avant d'avoir des enfants, on souhaite vraiment profiter de notre vie tous les deux.
On est un couple assez fusionnel, on aime bien faire beaucoup de choses ensemble. En tout cas, les gens, quand ils nous voient, ils savent qu'on s'aime. Enfin, ça se voit. Et donc moi, je lui fais aussi découvrir ce que j'aime. Et il fonce, même si c'est quelque chose qu'il connaît pas. Par exemple, j'aime beaucoup aller au théâtre, voir des spectacles. Et donc, je lui fais découvrir. En même temps, voilà, il est fier, il est content de découvrir ça, que ses amis qui viennent du quartier, un peu comme lui, ils vivent pas forcément les mêmes choses que lui. Mais c'est toujours ça que j'aime chez Issam. Il y a ce côté à la fois un peu mec du quartier qui aime aussi traîner avec ses potes de temps en temps, mais faut toujours que je sois pas très loin et qu'on sache toujours ce que l'un fait. Pas pour se surveiller, mais en fait, je pense qu'on a tellement été séparés qu'on a besoin de savoir où est l'autre et ce qu'il fait. Enfin, c'est important pour nous. Alors moi, j'ai toujours, grâce à mes parents, eu le goût du voyage. Enfin, je l'entraîne avec moi dans mes projets de voyage. Un de nos premiers voyages à l'étranger, justement, on part en Turquie. Et donc, j'ai vraiment envie de lui faire découvrir parce que je pense qu'il aimera. Et donc, on part 3 semaines tous les deux en Turquie. Et il est à fond, il a envie de tout visiter. On vit des moments enfin magiques, quoi. C'est-à-dire que je reviens en Turquie, ce pays où un peu notre relation d'amour, elle avait commencé, mais où j'ai vécu dans ce pays sans pouvoir lui partager. Je me rappelle même, des fois, je rêvais comme ça, je me disais, tiens, peut-être, en fait, il aura eu une permission et il va frapper à notre appartement et il sera là, même si c'était impossible, mais des fois, je me disais ça dans ma tête. Et donc, je suis fière et je suis contente et je vois tout le chemin qu'on a parcouru de se retrouver ensemble en Turquie, dans ce pays-là. Donc, on a notre première fille en 2014, 4 ans après sa sortie de prison, et puis notre fils en 2018. C'est un super papa. Il est assez exigeant parce qu'il souhaite que ses enfants, ils aient une belle vie, qu'ils puissent profiter de leur enfance comme lui. Il n'a pas forcément eu cette chance-là. Mais c'est un papa aussi qui est présent. Enfin, il commence à 4 heures du matin, mais il dort pas l'après-midi. Il veut vraiment être présent pour ses enfants. On aime faire tout ensemble, qu'on ait eu nos enfants. C'est pas un obstacle, on continue à voyager, on va voir des spectacles ensemble, on profite en famille. Et après avoir eu notre deuxième enfant, on se sent enfin accompli. On commence à avoir des projets, on se dit peut-être qu'on aura un 3e enfant, on voudrait acheter une maison, peut-être quitter la région parisienne. On est en mai 2021, on part 10 jours en vacances dans le sud de la France. Du coup, le jour où on arrive dans notre location de vacances, moi j'insiste, je dis allez viens, on va quand même voir la mer, vu qu'on n'habite pas au bord de la mer. Donc on va à la plage, il fait pas non plus hyper chaud, c'est-à-dire c'est pas un temps où on a envie d'aller forcément aller se baigner. Mon fils il dort dans la poussette, moi je suis sur la plage avec ma fille, on commence à chercher des coquillages. Hussam il fume sa cigarette. Et puis là, il me fait remarquer que au loin, il y a une personne qui est dans l'eau. D'ailleurs, c'est la seule personne qui est dans l'eau ce jour-là, qui semble un petit peu en difficulté parce que c'est vrai qu'il y a des vagues assez importantes. Et quelques secondes plus tard, Issam me dit j'y vais. Et donc il commence à courir vers l'eau. Et moi, instinctivement, je me dis je vais partir avec lui. En fait, on va y aller tous les deux, ça va bien se passer. On va sûrement aller voir la personne âgée. On va revenir avec lui et voilà. Et donc j'enlève ma robe et je la donne à ma fille et je lui dis t'inquiète pas, on revient tout de suite. Attends-moi, reste à côté de ton frère parce qu'il dort dans la poussette. Et donc on fonce tous les deux dans l'eau. Parce que Issam, il est pas forcément à l'aise dans la mer. Il sait nager, mais moi, je sais mieux nager que lui. Et donc moi, j'arrive très rapidement auprès de la personne âgée. Il y a un peu des vagues, etc., mais j'arrive rapidement auprès de lui. C'est vrai qu'il a l'air un peu essoufflé. Donc là, je me rends compte en même temps que c'est pas évident parce qu'à cause des vagues, que je vais pas forcément pouvoir lui tirer le bras, etc. Enfin, je suis pas sauveteuse, mais donc je lui dis allez quoi. J'essaye de le motiver, qu'on essaye de se motiver tous les deux. Pour retourner au bord, parce qu'on n'est pas si loin de ça, on est à pas plus de 200 mètres du bord. Et donc, je me retourne vers la plage, et du coup, là, je vois Issam, lui, il a encore pied, et là, tout de suite, il me dit « Reviens, ma chérie, reviens vite ». Et moi, je lui dis tout de suite, je sais pas pourquoi, je réalise qu'en fait, il y a un courant et que j'arrive pas forcément à avancer rapidement, et donc je lui dis tout de suite « Je vais jamais y arriver, appelle les secours ». Tout de suite, je me prends des sortes de grosses vagues qui viennent me plaquer au fond de l'eau, où je me frotte au sable. Et donc, comme ça, 2-3 fois, je suis complètement désorientée. Je bois la tasse, je sais plus trop où je suis. Et donc, j'arrive un peu à m'en sortir et sûrement un peu à me décaler de ce courant. En fait, c'est un courant qu'il y a dans les Landes ou dans le sud de la France, ça s'appelle des baïnes. En fait, faut pas lutter, c'est-à-dire que les personnes qui connaissent, faut se laisser porter, ça va vous ramener sur le bord, mais des fois on peut dériver sur des kilomètres. Mais en soi, moi, j'étais pas si loin de la plage, donc j'avais qu'une obsession, c'était de rentrer
au plus vite sur cette plage, puisqu'on n'était pas loin. Et je regarde autour de moi et en fait, je vois pas Issam. Je sais pas où est-ce qu'il est. Mais j'essaye de pas trop réfléchir. Je me dis peut-être qu'il est derrière moi, peut-être qu'il est déjà sorti. Et là aussi, j'aperçois en fait ma fille qui est au bord de l'eau et je la vois qu'elle est complètement paniquée. Et en fait, là, ça me donne une force parce que je sens qu'il y a un danger quand même, que ma vie elle est en danger et que c'est vraiment pas facile. Que je sais pas comment je vais réussir, mais je me dis j'ai pas le droit. Il faut que tu retournes. Il faut que l'un de nous deux soit là parce que je sais pas où est-ce qu'il est Issam. J'effleure un peu le sable et donc je comprends que si j'arrive à avancer un petit peu de quelques, ne serait-ce centimètres, grâce à la force des pieds, je pourrais sortir. Et d'ailleurs, le monsieur qu'on a essayé de sauver, lui sort avant moi et en fait je réalise parce qu'il est très grand et donc en fait il a pied avant moi et donc il réussit à sortir avant moi. Et donc moi je donne toute mon énergie possible pour réussir à avancer et donc j'arrive à avancer. Et du coup, à un moment où l'eau m'arrive à la taille, où du coup, ça y est, je sens que je suis plus en danger. Et donc là, je regarde vraiment autour de moi et je vois toujours pas Issam. Et du coup, je marche et j'arrive jusqu'au sable et je suis vraiment, vraiment épuisée. J'ai bu de l'eau, donc je m'allonge. Mais les secours, ils sont toujours pas arrivés pour l'instant. Je sais pas trop combien de temps ça a pris. Là, rapidement, il y a une dame qui vient auprès de moi avec mes enfants. Et en fait, je vois qu'elle se décale un peu un moment pour me cacher la vue. Les secours qui arrivent et qui sortent une personne de l'eau. Là, je comprends que c'est Issam, en fait. Mais pour moi, je sais pas si s'il est encore vivant ou pas. J'ai cet espoir. Et donc là, les secours qui arrivent, qui nous prennent en charge. Donc on monte dans le camion de pompiers avec les enfants. Et on attend. On attend de longues minutes où du coup, là, je suis avec une femme pompier dans le camion. Je lui pose un peu des questions techniques. Je lui dis, mais si on est dans l'eau, combien de temps est-ce qu'on peut vivre en étant dans l'eau? Parce que je me dis, pour savoir en fait s'il y a un espoir pour Issam. Et puis là, ça ressemble vraiment à une scène de film où en fait, il y a les portes du camion qui s'ouvrent et il y a 2 médecins en blanc. Et du coup, ils me disent, on a essayé de réanimer votre mari et on n'a pas pu et il est décédé. Et du coup, je suis sous le choc totalement. J'explique très rapidement aux enfants, je leur dis, papa, il est mort. Et ça veut dire qu'il sera plus jamais avec nous. Du coup, il y a ma fille qui pleure, on se serre dans les bras. Mon fils, il a que 2 ans et demi, donc je pense pour l'instant, il comprend pas ce que ça veut dire ce mot-là. Donc on nous amène à l'hôpital, on nous garde une nuit en surveillance, et même moi, je leur dis que j'ai pas la force de rentrer dans cette location de vacances toute seule avec les enfants. Enfin, je me sens complètement perdue, en fait. Et cette première nuit à l'hôpital, je dors vraiment mal, en fait, j'ai toujours cette sensation, en fait, à chaque fois que je ferme les yeux, qu'il y a les vagues qui m'emportent. Et le lendemain, il y a mon papa qui arrive pour venir nous récupérer. Au début, je suis sous le choc et puis rapidement, en fait, il y a aussi les démarches administratives, le temps de déclarer le décès, de faire rapatrier le corps, etc. Donc, on doit presque rester 1 semaine dans le sud. Après, moi, je suis incapable de retourner vivre chez moi en région parisienne. Donc, on est au mois de mai, je vais m'installer vivre chez ma sœur jusqu'à la rentrée scolaire. Je suis tétanisée, je suis pétrifiée par me dire mais comment je peux réussir à vivre sans Issam ? Je suis capable de gérer le quotidien pour les enfants, etc. C'est vraiment ma sœur qui prend tout en charge. Alors au début, je me laisse un peu... je suis choquée, mais je réalise pas encore. Aussi, quand j'arrive chez ma sœur, je me sens dans un environnement familier, ça me fait du bien. Et puis, du coup, il y a les obsèques, faut faire les démarches administratives, déclarer les décès à peu près dans toutes les administrations, etc. Voilà, moi, de par mon métier, c'est quelque chose que je suis habituée à faire des démarches administratives. Et du coup, ça me porte un peu. Puis après, en fait, je réalise, l'horreur, en fait, c'est qu'il sera plus jamais là et qu'il va falloir vivre sans lui. Et là, c'est vraiment, la descente aux enfers, ça fait mal, en fait. Vraiment, on souffre, on a vraiment mal au fond de soi, quoi. On a mal au cœur, mais vraiment une douleur, physique. Et voilà, il y a même des fois des idées noires en se disant, à ce moment-là, je conçois pas comment je peux réussir à vivre sans Issam. Vraiment, on vivait l'un pour l'autre.
j'ai donné beaucoup de en tout cas depuis que j'avais rencontré Issam, j'ai donné beaucoup de ma vie pour lui, mais j'étais contente de faire ça, en fait, faire que Issam soit heureux. Et tout ça, c'était fini. Et en fait, faut apprendre à vivre sans lui. Et c'est hyper dur et ça fait mal et ça prend beaucoup de temps. Et en plus, le deuil, c'est quelque chose, forcément, tant qu'on l'a pas vécu, on peut pas imaginer ce que c'est. Et puis, en plus, chaque deuil est unique. On se disait toujours avec Issam, il y aura que la mort qui pourra nous séparer. En effet, mais c'est la mort qui nous a séparés et je voyais pas autre chose. C'était l'homme de ma vie, c'est l'homme de ma vie. Il aura toujours cette place unique dans mon cœur. Avec les enfants, j'ai toujours voulu que ça soit simple, qu'on puisse parler de la mort d'Issam de façon naturelle, spontanée, que ça soit pas tabou. Déjà, j'ai voulu qu'ils assistent aux obsèques de leur papa. Et mon fils, qui avait 2 ans et demi, c'est forcément, à cet âge-là, on n'a pas forcément de notion de qu'est-ce que veut dire la mort. Donc pareil, ça c'était très difficile parce que je devais souvent lui répéter au début plusieurs fois, papa il est mort, ça veut dire qu'il sera plus jamais avec toi, qu'il pourra plus jamais jouer avec toi, qu'on pourra plus jamais faire des choses avec lui. Et donc ça, je devais lui répéter souvent, même si c'était extrêmement dur pour moi, mais je me forçais à lui répéter pour qu'il comprenne. On m'avait aussi conseillé de pas forcément faire des images ou il est au ciel, etc. Parce que pour les enfants, ils vont le prendre au premier degré. Et puis moi, parce que je suis pas croyante, je suis quelqu'un d'assez terre à terre, donc je pense qu'il y avait ce côté-là aussi qui est hyper dur. C'est que le fait que je sois pas croyante, pour moi, c'est fini. Ça veut dire qu'il y a plus rien. Certes, il y a tous nos souvenirs et il y a tout ce qu'on a vécu et je suis tellement fière et je suis tellement heureuse en fait d'avoir pu vivre ces 15 années avec lui, de bonheur, d'amour intense. C'est tout le temps des aventures. Donc j'ai tout perdu. L'accident qu'il a eu, pour moi, c'était un fait divers. Mais en fait, très rapidement, je me suis rendu compte que c'était pas tant un si fait divers que ça. Où Issam, en fait, c'est un héros parce qu'il a donné sa vie pour essayer de sauver quelqu'un. Et d'ailleurs, il y a une phrase qui dit « Qui sauve une vie, sauve l'humanité ». Et en fait, je la trouve magnifique et je trouve qu'elle correspond très bien au geste d'Issam. C'est un geste rare, c'est pas tout le monde qui aurait fait ça. On a foncé, on n'a pas réfléchi, mais c'était ça, Issam, c'était quelqu'un de franc, direct, de cash, et en même temps quelqu'un de généreux. Jamais il aurait pu laisser cette personne, mourir ou se noyer devant lui en ne faisant rien. Et moi aussi, je pense, en fait, c'est quelque chose qui est trop difficile. Très rapidement, après le décès d'Issam, le ministère de l'Intérieur qui m'ont contacté pour me délivrer à moi, Issam, la médaille du courage et du dévouement, qui est une médaille qui est remise à des personnes qui ont fait des actes héroïques. Et donc Issam s'était délivré à titre posthume. Et c'était hyper fort, en fait. Il y a eu une cérémonie au ministère de l'Intérieur où Issam, en même temps, on pourrait croire que c'est une blague ou un pied de nez parce qu'il a quand même réussi à réunir tous ses proches au cœur du ministère de l'Intérieur. Lui qui pourtant, la vie et l'État lui a pas fait forcément de cadeaux, où il était souvent... en tout cas, pointé du doigt pour les choses pas très bien qu'il avait fait. Et là, pour une fois, même si c'est dans sa mort, on a acté que son geste était incroyable. Et j'ai même reçu une lettre du président où il faisait remarquer le courage et l'abnégation dont Issam avait fait preuve. Il a souligné son côté héroïque et le fait que il faisait partie des personnes... qu'on ne pouvait pas oublier. Ça m'a fait du bien, en fait, que ça soit inscrit et que ça soit une reconnaissance nationale de son geste et de son acte de bravoure. Et donc moi, ça a été très important aussi pour les enfants, pour peut-être eux plus tard, où ils auront des questions sur cet accident. Il y aura des traces et il y aura ces médailles, il y aura cette reconnaissance nationale. C'est pour qu'ils soient fiers, parce que, comme le ministère de l'Intérieur a dit, ce sont les enfants d'un héros. Et j'ai toujours été fière d'être sa femme, mais encore plus d'être fière de lui et tout ce qui peut rendre hommage à Issam et parler d'Issam, pour moi, ça me fait du bien, j'en ai besoin, je suis fière, j'aime ça. Souvent, les personnes disent tu vas reconstruire ta vie. J'aime pas cette phrase. Pour moi, je reconstruis pas ma vie, je continue, parce que déjà se lever chaque matin, c'était un combat. Et en fait, c'est grâce à mes enfants, je les appelle mes bouées. Ça fait aussi écho à l'accident, mais vraiment, c'est eux aussi qui m'ont portée, en fait, qui fait que
En septembre, il a fallu retourner en région parisienne. En tout cas, c'était vraiment un souhait. Je voulais me forcer. En fait, je voulais essayer de voir si j'allais réussir à vivre toute seule et puis si retourner dans notre appartement, dans notre quartier, dans la vie qu'on avait au quotidien, si ça faisait toujours sens. Et oui. Et du coup, ça m'a permis de reprendre un peu le contrôle de ma vie. Pas à pas, on programme le matin, puis après l'après-midi, et puis après un jour après l'autre, et puis après on voit semaine par semaine. Mais en même temps, le deuil, c'est un peu, c'est toujours aussi les images liées à la mer, mais c'est un peu comme des vagues. Des fois c'est calme, et puis des fois, ça revient en pleine face. Et la blessure, ça fait un peu plus d'1 an et demi qu'Issam il est parti. La blessure, elle est toujours là. Certes, elle cicatrise un petit peu, mais des fois, ça fait mal, ça se réveille. En fait, pour l'instant, chaque jour sans Issam, je vois le manque, je vois tout ce que j'ai pu. Après la mort d'Issam, j'ai eu le besoin de crier au monde entier mon amour pour lui, parce que je suis fière de cet amour, en fait, et parce que je souhaite à tout le monde de pouvoir vivre un aussi grand amour. Issam, il est plus là, et on n'avait pas le même caractère, il avait une certaine force de caractère, moi j'avais pas forcément confiance en moi, c'est lui qui me donnait cette confiance, et c'est lui qui m'éclairait un peu, et je me rends compte que j'ai pris de sa force. J'ose un peu plus dire non, j'ose plus m'affirmer. Il faut que ça soit moi qui le fasse parce que je suis devenue à la fois le papa et la maman. Mais Issam, il est vraiment encore présent tout le temps dans notre vie. En tout cas, on en parle très souvent, quasiment tous les jours avec les enfants, que ça soit pour se souvenir de choses ou des fois, même quand je les engueule s'ils font une connerie, je leur dis non, ça, votre papa, il était pas d'accord, hein, il était d'accord avec moi, ça se fait pas. Et en même temps, je suis contente d'avoir des petites bribes d'Issam en moi et j'essaye de continuer, en tout cas certains projets qu'on avait ensemble, l'éducation, comment on la concevait, d'essayer de continuer dans cette voie, même si le manque il est immense et donc chaque jour c'est une petite victoire. Vous venez d'écouter Transfert épisode 215, un témoignage recueilli par Jian Bergaoui. Il a été produit et réalisé par Slate.fr sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Septem-Ours. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz. Prise de son, Benjamin Septem-Ours. Montage, Aurélie Rodriguez. Réalisation, Victor Banamou. Musique, Thomas Loupias. L'introduction a été écrite par Benjamin Septem-Ours et lue par Aurélie Rodriguez. Retrouvez Transfert tous les jeudis sur Slate.fr et sur votre application d'écoute préférée. Pour proposer une histoire, vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse transfert@slate.fr.